Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour vous faire un point sur ma wishlist. La dernière vidéo que je vous ai fait vous présentant ma wishlist date de mai 2024, c'est-à-dire bientôt un an. Donc je me suis dit pourquoi pas vous refaire un point sur ces livres qui sont peut-être toujours dans ma wishlist, ceux qui ne le sont plus. Enfin, je vais pas vous parler de ceux qui ne le sont plus, mais des nouveaux rentrés. Il y en a pas forcément beaucoup, je crois qu'en un an il y a 3 livres qui sont rentrés dans ma wishlist. Je crois. Vraiment, il y en a très peu, et il y en a qui sont encore dans ma wishlist, qui étaient déjà dans la vidéo que je vous ai présentée l'année dernière. Mais écoutez, je vais vous refaire un petit point sur tout ça. Quels livres m'intéressent encore aujourd'hui, qui sont dans ma liste de souhaits, que je ne me suis pas encore procuré ou que je n'ai pas encore lu. Et nous commençons un roman que j'aimerais me procurer au format poche. Donc il s'agit de Betty de Tiffany McDaniel, publié aux éditions Totem. Ici, c'est un roman que j'avais entendu, dont Alex de la chaîne Alex Bookin en Prada avait parlé, en parlant d'un roman justement très bouleversant, très poignant et d'une sensibilité exacerbée, enfin d'une grande sensibilité en tout cas. Et ici, pour tout résumer, je vais juste vous dire une petite phrase qui est écrite, mais pas le résumé en lui-même. C'est écrit: ce livre est à la fois une danse, un chant et un éclat de lune, mais par-dessus tout, l'histoire qu'il raconte est et restera à tout jamais l'histoire de la petite indienne. Apparemment, c'est bouleversant et c'est magnifique. J'aimerais me le procurer d'occasion si possible, parce que je le vois un petit peu partout, que ce soit sur Vinted ou même sur d'autres sites de revente de livres. Donc je me dis pourquoi pas un jour. Enfin, je sais que si vraiment j'ai envie de me lancer et de l'acheter, je sais que je pourrais me le procurer facilement. Ensuite, un livre dont je garde très peu de souvenirs actuellement au niveau du résumé. Et si jamais ça vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller dans la description où je vous mets le lien de chaque livre qui vous rebasculera sur, certes, le site Amazon. Je sais que c'est pas ce qu'il y a de mieux pour l'achat des livres, mais au moins c'est pour vous donner une idée, parce que sur Amazon c'est vrai qu'on a le prix, l'édition, l'auteur, mais également la description du livre. Enfin, on a vraiment toutes les infos, donc je ne vous conseille pas d'acheter sur Amazon, mais plus pour les infos, que je vous mets les liens qui redirigent vers ce site là. En tout cas, pour le prochain, il s'agit du livre Le papier peint jaune. C'est écrit par Charlotte Perkins Gilman, si je me trompe pas. Et pour la maison d'édition, par contre, je ne la trouve pas. Enfin, donc il y a peut-être plusieurs maisons d'édition, il y a peut-être plusieurs éditions déjà, je pense. Mais moi, celle que je vous mets là en image, c'est l'édition que j'aimerais avoir. Apparemment, c'est un livre très dur. De mes souvenirs traitant d'une femme qui entre dans une dépression. Donc c'est une mère au foyer qui, pour le coup, est vraiment asservie, asservie je crois. Et où son mari, qui est également son médecin, lui fait faire une cure, mais assez radicale. Donc c'est un livre qui traite beaucoup de ce sujet, que ce soit un peu du féminisme, de la condition de la femme, enfin vraiment dans son extrême. Dans cette situation-là, je pense que ça va être abordé d'une manière assez dure, mais en même temps assez dénonciatrice, donc je me dis pourquoi pas. Après, je me souviens plus exactement le reste, mais je sais qu'au moment où Alex en avait parlé, je me suis dit mais ce livre, j'ai trop envie de le lire. Je sais plus si c'est Alex, mais j'ai un doute en fait si c'est pas Audrey du Souffle des mots. Je veux pas raconter de bêtises, donc je vous dirai l'une ou l'autre. Mais en tout cas, c'est un livre qui me faisait de l'œil et qui pour le coup me fait toujours de l'œil. Un roman qui me fait penser maintenant à Dry, que j'avais lu de Neil et Jarrod Chesterman, traitant du sujet de l'eau qui, si elle venait à disparaître, qu'est-ce qu'on ferait? Où là on est sur une thématique assez similaire mais un petit peu différente. C'est Oxygène de Johanna Marines, et c'est publié aux éditions Snag. Et alors là, c'est écrit tout simplement: imaginez un futur où la montée des eaux aurait redessiné le contour des continents. Un monde ravagé où la faune et la flore n'existent plus que dans les vieux livres d'histoire, et où on est tout simplement arrivé à un point où l'oxygène n'existe plus, l'air devient toxique et irrespirable. Comment les humains réagiraient? Est-ce que les humains s'entraideraient, s'enfonceraient, se deviendraient monstrueux les uns envers les autres, ou au contraire pas du tout? Ça me fait vraiment penser justement, comme je vous disais, à Dry, parce qu'on a plein de thématiques un peu similaires d'aborder, donc je trouvais celui-ci assez intriguant. Pour le coup, lui, ça fait très longtemps qu'il est dans ma pile à lire, enfin dans ma wishlist, pardon, au moins, franchement, hein, au moins 3-4 ans, je crois. Donc je me dis qu'à un moment, si il m'intéresse depuis aussi longtemps, peut-être falloir que je me lance, mais encore une fois, je suis toujours dans mon rythme de baisser ma pile à lire et d'éviter d'acheter de nouveaux livres. Donc bon, ça viendra quand ça viendra, mais en tout cas, c'est vrai que ce livre me faisait envie. Il me semble que c'est un jeune adulte, enfin c'est dans le genre jeune adulte, un peu post-apocalyptique justement, donc voilà un petit peu pour le genre littéraire. Un roman où je vais pas pouvoir vous en dire grand chose, c'est Les Racines du ciel de Romain Gary, c'est publié aux éditions Folio. Et ici, on est sur un classique
classique abordant... Je sais plus, je sais vraiment plus, mais c'est un classique en tout cas. Je ne saurais même plus vous dire les mots-clés qui lui sont dédiés, mais en tout cas on est sur un classique qui, quand j'avais lu le résumé ou que j'en avais entendu parler, m'intéressait fortement, il m'intéresse toujours autant, et même si j'oubliais les thématiques, c'est pas bien grave. S'il a su retenir mon attention à un moment donné et qu'il la retient toujours un petit peu, c'est bien que je dois y trouver quelque chose, donc il fait également partie de ma wishlist. Un roman dont j'adore la couverture au format poche parce que je la trouve très colorée mais en même temps très douce. Il s'agit de L'âme du monde, c'est écrit par Frédéric Lenoir et c'est publié ici aux éditions Pocket. Alors on est sur une histoire de tête parce que même là je n'ai plus du tout le résumé avec moi, sur un monde qui est au bord du cataclysme, si je me trompe pas, hein. Vraiment c'est à prendre avec des pincettes, des grosses pincettes et des grosses parenthèses. Un monde qui est au bord du cataclysme et où il y a 7 sages qui viennent de différents coins du monde, qui sentent un petit peu tout ça arriver et qui se regroupent en haut d'une montagne ou d'un, j'ai perdu le terme, mais d'un endroit, pas d'un monastère, mais un endroit, pour enseigner à 2 jeunes adolescents des questions un peu existentielles qu'ils peuvent se poser, et également des questions sur l'existence, mais également sur l'être, sur l'amour, sur la volonté, sur le bien, enfin voilà, sur plein de questions. Et Frédéric Lenoir, c'est un auteur dont j'ai entendu beaucoup de bien, qui m'a été beaucoup recommandé, notamment par ma marraine qui me vante cet auteur depuis très longtemps. Je crois ne l'avoir jamais lu, donc je me dis c'est vraiment l'occasion de le découvrir au travers de cette œuvre qui m'intrigue fortement. Donc celui-ci fait également partie de ma wishlist. Alors à part les 2-3 derniers romans, vous allez voir que dans l'ensemble, dans ma wishlist, on n'est pas sur du fantasy, du fantastique, du contemporain. C'est vraiment des livres qui pour le coup m'intriguent depuis très longtemps, arrivent dans ma wishlist, enfin parce que sinon je sais pas comment dire, mais déjà les livres récents m'intéressent de moins en moins. Je vous en ferai une vidéo, pareil elle est à peu près prête, j'ai toutes mes idées, il me reste plus qu'à la filmer finalement. Mais par rapport à la consommation des livres, disons que là c'est plus des livres à thématique précise qui m'intéressent depuis longtemps en fait, qui rentrent dans ma wishlist. Pas toujours joyeuse, vous allez voir que là il y en a quelques-uns qui vont arriver où on va se dire mais Camille ça va? Tu vas bien? Oui, je vais bien. Et là, on va notamment partir avec le roman Pourquoi tu pleures? C'est écrit par Amélie Antoine et c'est publié aux éditions Le Muscadier. Et alors là, de ce que j'ai compris, on est sur un thriller qui aborde les abysses de la noirceur de l'humanité, de l'être humain. En fait, on y suit tout simplement un couple avec un enfant. Et un beau matin, il me semble que la femme se réveille avec son homme et son enfant qui ont disparu. C'est pas trop de plus, mais voilà un petit peu. J'aime la couverture du livre broché m'intrigue et je crois que c'est notamment pour la couverture qu'il m'a fait aller vers ce résumé qui m'intrigue. Et je me dis en plus c'est un thriller, donc on n'est pas totalement sur quelque chose de réel, on a quand même une dimension un peu de l'imaginaire, donc je me dis pourquoi pas voir comment c'est tourné, comment c'est embelli, comment c'est amené, comment la psychologie peut être vue, donc je me dis que ça peut être un roman ma foi très intéressant. On continue avec un roman qui a une thématique se rapprochant un petit peu, mais où là on est vraiment sur un témoignage et où là c'est vraiment un petit peu plus sombre, enfin beaucoup plus sombre, notamment parce que c'est l'auteur qui témoignage sur son trauma. Donc le roman c'est Vigile, c'est écrit par Iam Zeytoun et c'est publié aux éditions Le Tripode. Et alors là on est tout simplement sur le témoignage d'une femme qui se réveille dans la nuit, premier coup, par son mari qui fait des bruits bizarres, qui la dérange un peu, des espèces de vrombissements où elle se dit bon, si c'est pour m'embêter, ça va 2 minutes, mais moi j'ai envie de dormir, là je suis fatiguée avec le stress de la journée, laisse-moi dormir. Puis plus aucun bruit. Et où là elle s'inquiète un petit peu quand même, elle allume la lumière et en fait son mari est en train de faire un arrêt cardiaque. Je l'avais vu dans, je vous remets la vidéo, j'avais un petit carnet, c'était S'il ne restait que 100 livres. Et donc ce livre était dedans. Il m'avait plutôt intriguée et il m'intrigue toujours autant parce que je me dis que quand même, qu'est-ce qu'on ferait dans cette situation-là? Ça aborde le sujet de la mort qui est un sujet très tabou, qui est un des sujets auxquels les gens ont le plus peur et qui pourtant est un des sujets indéniables où tout le monde passe par là un jour. Un autre roman où là on est plus sur de la poésie, c'est Des voix pour la terre. Et alors là c'est publié aux éditions Bruno Doucet. C'est écrit par je crois 40 auteurs poètes sur des thématiques autour de la vie, de la nature, de l'écologie, de l'humanité, de la déshumanité, de un peu tous ces sujets-là. Je sais pas si ce sont une seule et même histoire en fait qui se regroupe et qui s'enchaîne, ou si ce sont des nouvelles. Pour le coup je n'ai pas l'information, mais voilà pour ce livre. J'ai pas grand chose de plus à vous en dire, mais ça suffit moi pour m'intéresser et le mettre dans ma wishlist. Maintenant j'enchaîne avec 2 romans dont la thématique est un petit peu la même. Il y a tout d'abord le roman La Décision. Ce roman est écrit par Isabelle Pandazopoulos et c'est publié aux éditions Pôle Fiction. Et ici on y suit tout simplement une jeune adolescente, enfin une adolescente qui est en terminale S et qui est en plein cours de maths ou en plein examen, je ne sais plus. Elle fait un malaise et en fait quand elle se réveille, eh bien
elle accouche, tout simplement. Donc en fait, c'est une histoire sur le déni de grossesse avec pour titre la décision, c'est-à-dire elle se retrouve avec un enfant, elle est en terminale, un enfant dont elle n'avait même pas connaissance, et donc là on peut dire clairement que sa vie change du tout au tout en l'espace de 5 minutes, clairement. Et donc voir qu'est-ce qu'elle va décider, qu'est-ce qui est envisagé, et moi ce qui m'intéresse énormément aussi, parce que je trouve que ce sujet est tellement intriguant. C'est quelque chose de naturel et en même temps de tellement effrayant, Enfin, effrayant parce que je me dis comment le corps réussit à cacher la création d'un être humain, alors que, à côté de ça, quand les femmes sont enceintes, je veux dire, ça se voit, il y a... Puis même au niveau de tous les symptômes de nausée, de fatigue, enfin... Entre tous les symptômes et visuellement, ça se voit quand même quand une femme est enceinte. Je me dis, le déni de grossesse, moi c'est un sujet où je me dis c'est impressionnant quand même. Et donc là on est sur la maison d'édition Pôle Fiction, donc c'est quelque chose de fictif mais qui je pense est inspiré d'histoires réelles pour le coup. Et le deuxième roman abordant la même thématique mais vraiment pour le coup je crois en témoignage, c'est Elles accouchent et ne sont pas enceintes. C'est écrit par Sophie Marinopoulos. C'est ça qui est drôle, c'est que les deux noms de famille des deux auteurs sont similaires mais pourtant c'est pas du tout les mêmes auteurs. C'est particulier mais c'est drôle. Et c'est également écrit par Israël Nissan, j'ai oublié de vous le préciser. Et donc là c'est écrit en gros sur la couverture, le déni de grossesse. Donc là je trouve que pareil c'est un sujet où je me dis mais comment le corps peut réussir à cacher ça, et je trouve que c'est quand même quelque chose de très intéressant parce que ça joue énormément sur la psychologie quand même. Enfin c'est un événement, je dirais pas traumatique, mais le lendemain vous êtes une personne, le surlendemain vous êtes parent. Enfin, faut quand même dire qu'il y a quand même 9 mois de création d'un être humain, 9 mois plus ou moins on va dire. Donc il y a toute la psychologie aussi qui s'accompagne, enfin voilà, je veux dire toutes les hormones font qu'on change, que dans notre tête ça change, on s'habitue, une projection d'une vie qui se fait, il y a vraiment une préparation et tout, et là tout ça ne se fait pas. Moi je trouve que c'est très intéressant sur même le bébé, comment le bébé n'aura pas reçu les mêmes choses tout au long de la grossesse que lorsque la grossesse est connue finalement. Enfin c'est un sujet que je trouve hyper intéressant et en même temps tellement effrayant quoi, donc voilà, je vous en dirai plus quand je les aurai lus, mais en tout cas pour le moment ils font partie de ma wishlist. Un autre roman de ma wishlist qui est là depuis aussi très longtemps, c'est Rêve de machine de Louisa Hall. Ici on est dans la maison d'édition Folio dans la catégorie SF, donc science-fiction, et on est tout simplement, alors je sais pas si c'est différentes nouvelles qui se succèdent ou juste une même histoire avec les époques qui avancent tout simplement, les différentes années, l'intelligence artificielle, les robots, et où finalement les robots deviennent plus sensibles, voire plus humains que leurs propres créateurs. Et donc là la question se pose finalement, qu'est-ce que c'est un être humain? Et où se situe la limite entre le virtuel, le réel, entre l'intelligence artificielle et l'humain? Et le dernier livre que j'ai pu lire à ce sujet, c'est Pinot, l'IA émotionnelle. Enfin c'est un roman graphique plus exactement. J'ai adoré. J'ai adoré, je pourrais que vous le recommander. Mais en tout cas pour Rêve de machine, c'est vraiment un roman. Il m'intrigue énormément et je me dis en plus, d'autant plus maintenant quand on voit tout ce qui peut être fait, etc. Et que sur toutes nos applications maintenant on a les différentes IA qui nous disent bonjour je suis un tel, si vous avez besoin de questions n'hésitez pas, et on se dit mais non ça va. C'est pareil, c'est un peu comme les romans que je vous présentais avant, c'est un peu effrayant et en même temps où se situe la limite, où est-ce qu'il faut se protéger, où est-ce que là on peut peut-être y aller. Enfin, je trouve que c'est un sujet qui est pareil, effrayant mais tellement intéressant. Pour reparler de sujets que je vous ai déjà abordé tout à l'heure, c'est-à-dire le sujet de la mort, on va parler de La vie après la mort. C'est écrit par Pierre Riffard aux éditions Bouquin, tout simplement. On est sur une pavasse. Je l'avais vu une fois en magasin et c'est à ce moment-là qu'il a attiré mon regard et j'adore la couverture, je la trouve vraiment magnifique. Pour tout résumer, c'est qu'arrive-t-il ou pas après la mort? Existe-t-il d'autres mondes derrière la nature visible? Et c'est tout simplement décrit comme étant une encyclopédie sur l'autre vie possible. Voilà, j'ai rien de plus à vous en dire, mais moi il m'intrigue et il m'intéresse à fond. Nous allons passer sur un autre registre. Je vous parlais de Dry tout à l'heure de Neal Shusterman. Là c'est un écrit enfin Dry était écrit par Neal et Jarrod Shusterman, je crois que c'est père et fils. Et alors là donc on retrouve Neal Shusterman avec Le goût amer de l'abîme. C'est publié aux éditions Nathan et ici on y suit un jeune homme de 15 ans, se nommant Caden, je pense que ça se prononce comme ça, Caden, qui est passionné par l'athlétisme et les jeux vidéo, mais qui devient de plus en plus étrange au regard de ses parents, de ses amis, etc. Et en fait, on y suit tout simplement l'histoire d'un jeune garçon.
schizophrène. J'espère que c'est bien fait parce que il faut dire que bon bah la schizophrénie, il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup d'appréhension, il y a vraiment beaucoup d'idées reçues, c'est ça que je veux dire, et c'est-à-dire que j'espère vraiment qu'il est bien fait parce que si ce roman est bien fait, ça doit être exceptionnel d'aborder en fait cette thématique-là au travers d'un roman jeunesse ou jeune adulte, tout en abordant quelque chose d'aussi complexe et en même temps de casser des idées toutes faites avec la réalité finalement. À voir ce que ça donne pour celui-ci. Ensuite, un roman dont la couverture ne m'attire pas du tout, mais le texte si, c'est Le Code de Cyrus North et c'est publié aux éditions Albin Michel. Alors là, c'est juste écrit « Les outils essentiels pour vivre bien et serein ». Voilà, il m'en faut pas plus. Et je pense que actuellement, dans notre société, dans notre vie, où tout c'est toujours plus, c'est toujours vouloir plus, c'est toujours plus vite, plus rapidement, plus... Enfin c'est, comme on dit, hein, fast. Et bien je me dis que ce livre-là, même s'il ne se lit pas d'une traite, il y a plein de choses que je devrais piocher dedans et qui peut apporter. Et c'est un livre que j'ai très peu vu. Je ne sais même plus exactement où est-ce que j'ai vu ce livre pour le noter dans ma wishlist, mais en tout cas il m'intéresse énormément. Et maintenant pour les 2 livres qui se sont rajoutés très récemment dans ma wishlist, c'est-à-dire il y a moins d'1 mois pour le coup. Il m'intrigue énormément. On est plus sur de la jeunesse ou de la fantaisie, enfin là pour le coup on plonge dans l'imaginaire complètement. Le premier c'est le tome 1 d'une saga de 3 tomes, c'est À la recherche de l'esprit renard. Il est assez récent puisqu'il est sorti en date du 3 avril. C'est écrit par Alix Naudot-Guillerme et c'est publié aux éditions Alban. Et alors là, je vais vous lire ce qui est écrit sur le site, mais moi ça me donne complètement envie. Je veux pas trop en savoir, mais déjà je sais qu'on a une magie par rapport aux yeux des renards, une magie où on peut voir d'une manière ou d'une autre et au-delà du visible, voir beaucoup plus de choses. Et alors ça, moi je me dis, je suis complètement preneuse de l'histoire. Et sinon pour les points clés, je prends mon ordinateur, je triche un petit peu, mais je vais vous lire vraiment ce qui est écrit. Une trilogie à l'univers inspiré par le Japon et les œuvres de studio Ghibli. Je sais qu'on dit Ghibli, mais c'est toujours autant perturbant pour moi. Un héros fragile mais déterminé, tiraillé entre la fidélité au sien et une vérité qu'il lui cache, et un monde fantastique peuplé d'esprits bienveillants et d'entités maléfiques. Et quand on voit la couverture, moi je signe. Déjà rien que pour la couverture, je crois même sans connaître le résumé, je signe. J'adore, ça a l'air trop bien. Et nous passons maintenant au dernier de ma wishlist qui j'espère sera lu très vite parce qu'il m'intéresse beaucoup. C'est probablement un de mes... Enfin, ça va être mon prochain achat, je ne sais pas quand, mais j'aimerais me le procurer incessamment sous peu. C'est La Petite Boutique des Sortilèges. C'est vendu comme étant de la cozy fantasy. C'est écrit par Sarah Beth Durst, j'espère ne pas mal prononcer, et c'est publié aux éditions Brajlon. Et alors là, on a vraiment l'histoire de... Si je me souviens bien des termes de quand j'ai entendu le résumé, c'est « Elle n'aime pas les gens, elle préfère les livres ». Et pour la petite phrase d'accroche, c'est écrit « Une somptueuse fable qui foisonne de livres et de sortilèges volés, d'amitié inattendue, de confitures délectables et d'amour plus délicieuses encore. Une comédie romantique peuplée de créatures mythiques et saupoudrée de roulés à la cannelle et de magie qui met du baume au cœur et nourrit l'âme. » Je veux pas en savoir plus, je veux lire ce livre. Donc voilà pour ce qui est de ma wishlist actuelle en l'état. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez lu certains de ces livres ou s'il y en a qui vous intéressent. Franchement, je suis vraiment très preneuse de vos avis. En tout cas, j'espère encore une fois, et comme toujours, que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut!